faut aussi écouter les ancêtres et nos grands-parents. Ma grand-mère, dans les années 80, 90, tout le monde construisait des villas avec des pelouses. Et elle disait, ah, mais quand ils crèveront de faim, ils verront bien que leur pelouse, ça se mange pas. C'est un agriculteur français qui explique la révolution verte, donc après-guerre. Donc il raconte, les Américains sont arrivés avec leurs tracteurs et leurs produits phyto. Et que eux, ils se sont dit, tiens, c'est quand même plus chouette un tracteur qu'un cheval, et c'est quand même chouette quand tu fais 2 fois plus de quintaux à l'hectare avec des produits qu'avant. Tu vois ce mec qui te résume comment les paysans, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, se sont engouffrés dans l'agriculture conventionnelle et dans une impasse totale, dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Et il explique comment il a bifurqué et en fait comment il s'est intéressé aux variétés anciennes. Et donc, ce qu'on pratique ici, c'est ce qu'on appelle l'agro-silvo-pastoralisme. Agro, pourquoi? Parce qu'on fait de l'agriculture, etc., maraîchage, agriculture. Silvo, parce qu'il y a l'arbre dans le système. Et pastoralisme, parce que les animaux sont en rotation ici. Donc les brebis, les poules, tout le monde est en rotation permanente. Dans l'écosystème, il faut savoir que les parasites des uns et des autres ne sont pas les mêmes et sont complémentaires. Je suis Jean-Cédric, fondateur de la ferme en permaculture ici à Desniers, dans les Ardennes belges, région de Spa. Dans les années, fin des années 80, j'ai créé un bureau de design à Bruxelles. Et très tôt, je me suis posé des questions sur l'éthique. L'éthique dans les affaires, l'éthique dans les relations humaines. Et donc de fil en aiguille, après 10 ans, j'ai vendu ma première entreprise. Et puis je suis retombé dans des travers de métiers toujours hors sol, dans le web, toujours épuisé, fatigué. Et donc le rêve de retourner vivre dans la campagne, dans la nature. Ce que j'ai fait, donc j'ai trouvé le métier qui m'a permis de transiter de Bruxelles vers l'Ardenne, dans le tourisme. Et finalement, quand j'ai vendu cette entreprise-là après 7 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une promesse à moi-même, c'est de ne faire que des activités alignées avec mes valeurs. Point. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et en 2014, je suis allé me former à la ferme du Bec et Loin. Et là, j'ai eu un vrai déclic. J'ai découvert ce que c'était la permaculture, qui est un mouvement, une boîte à outils de transformation d'écosystèmes absolument incroyable. Et en 2015, j'ai décidé d'opérer la transformation de la ferme ici. Nous, on est là. La bergerie se trouve ici. Nous, on est là actuellement. D'accord ? Et donc, le design au départ, il a commencé avec un plan général, un master plan, qui est évolutif. Donc, un plan n'est jamais fixe. Ce plan, je vais probablement le redessiner cet hiver. Ici, on est dans la salle de cours. Donc, quand il y a cours, c'est ici. Le bâtiment dans lequel nous sommes a été conçu pour être non mécanisé au niveau de l'agriculture. Donc, en haut, il y a tous les petits ballots pour nourrir les animaux. Et on travaille par gravité. Les petits ballots, on les balance en dessous. Pas besoin de machine. Tout ce bâtiment a été conçu pour être polyvalent, modulable et post-pétrole. Ici, on a le box du cheval, de la vache et des moutons. En fait, les animaux ici sont en stabulation libre. Ils sont libres, ils font leur vie. On essaie de se rapprocher le plus possible des écosystèmes naturels. L'animal choisit ce qu'il veut. Donc on n'enferme pas les animaux ici, jamais. Là, vous avez un jardin qui ressemble à rien, parce que c'est l'hiver. Mais en été, ce jardin est un jardin abondant en plantes médicinales aromatiques et en fleurs comestibles. L'eau qui vient là, elle vient de 3 endroits différents. Elle vient du surplus de la citerne d'eau de pluie de la bergerie. Au milieu du jardin mandala, si vous regardez bien, il y a une pompe à main. Et donc j'ai dirigé cette eau en surplus dans la mare. Et alors derrière la haie qui est là, vous voyez, il y a des massettes brunes. Ça, c'est la phytoépuration, donc le lagunage.
L'idée, c'est qu'on n'utilise pas d'énergie fossile et d'électricité pour amener de l'eau aux animaux. On ne fonctionne que par gravité et par système interconnecté. Les arbres que vous voyez ici, ce sont des saules qui ont été plantés en 2015 à partir d'une branche, d'un morceau de branche que vous voyez là par terre. Tous les anciens faisaient du bois de fourrage et du bois de chauffage avec du saule. C'est un arbre qui pousse à une vitesse extraordinaire. On vient d'en planter encore toute une série. Et chaque année, je rajoute du saule dans la propriété. L'objectif étant un jour d'avoir la capacité de sortir quelques stères de bois à nous, sur place, qu'on n'a plus qu'à débiter, entre guillemets, et à sécher. Et là, on a encore une parcelle avec des agnelles. Vous avez 8 agnelles là-bas, d'une race locale menacée. Ce sont des moutons rustiques. Pour moi, là, ce qui est important, c'est l'intégration paysagère. C'est pour moi une clé. Et vous regardez la bergerie. J'ai descendu pour qu'elle soit discrète en paysage. Elle a moins de prise au vent aussi. Donc en fait, j'ai remorcelé tout le périmètre en bocage. Et en été, les serres plastiques, on les voit quasiment plus. On a une responsabilité paysagère, c'est un patrimoine, le paysage. Comme le bâti est un patrimoine. Et si on prenait tout soin des paysages, on aurait plus de plaisir. Et puis on est dans des régions où finalement les gens viennent. Pourquoi ils viennent dans cette région? Pour le côté pittoresque et le paysage. Donc ça fait partie des arbres qu'on vient de planter. Quand on plante un arbre, c'est toujours pour les suivants. On a anticipé déjà la fin de l'exploitation de cette forêt dans les 15 ans qui viennent. Et ça veut dire que le jour où ils vont la mettre à ce qu'on appelle une coupe à blanc, le risque, c'est d'avoir une modification climatique majeure de la propriété. C'est d'avoir davantage de chaleur, de vent asséchant, de vent arrachant. Donc on a planté 3000 arbres en triple rang pour que dans les 15 ans qui viennent, quand ils vont abattre, nous on aura déjà une haie qui fera 4-5 mètres de haut et qui fera un magnifique brise-vent pour protéger la propriété et apporter d'autres fonctions écologiques bien sûr, comme du refuge, de la biomasse, de la fraîcheur, de l'humus, etc., etc. La permaculture, c'est l'art de créer des systèmes permanents au service des activités humaines, mais bien sûr chapeautés par une éthique. Donc avec toujours cet esprit de durabilité et au-delà. Et donc il y a des tas de principes énoncés en permaculture qui sont bien sûr le respect du vivant, la réduction de la consommation et le partage solidaire des ressources. Moi, mon activité, je préfère utiliser le mot activité que travail. C'est d'abord de coordonner ici la coopérative qui a plusieurs activités, plusieurs pôles, qui est composé du pôle maraîchage bio-intensif, manuel sur petite surface, le pôle élevage, le pôle transmission en formation et le quatrième pôle qui est le pôle recherche et développement. Parallèlement à ce projet, je co-dirige un bureau de design en permaculture. J'ai actuellement 2 projets en recherche et développement low-tech pour prémunir tous les éleveurs en Europe de la grippe aviaire, pour nous aider à avoir plus de facilité en élevage de prairies, parce que mettre des filets comme ça, c'est très compliqué à mettre, c'est fragile, et donc je suis en train de développer un système beaucoup plus pérenne low-tech pour tous les collègues européens. Et le deuxième projet, si ça s'est lancé, c'est redesigner ce poulailler mobile en traction animale, beaucoup plus ergonomique, plus productif, plus intelligent que ce que j'ai là. L'idée du poulailler nouvelle version 2.0, c'est que les fientes, on les récupère dans un tapis spécial et de pouvoir les mélanger dans les composts. Et là, on aura de la bombe. Ah ben, c'est pas compliqué, tu doubles le volume de tes légumes. La permaculture est souvent perçue comme une technique de jardinage, mais on explique aux gens que ce n'est pas le potager qui est intéressant. C'est que le potager sera permacole si l'ensemble de l'écosystème dans lequel le potager se trouve est en équilibre. Donc on va prendre du recul, on va faire une vue hélicoptère sur son écosystème. Notre éducation, notre monde nous déconnecte complètement de tout ce qui est intuitif, sensitif, sensible, qui est de l'ordre même de la beauté, de la transcendance, voire même de l'aspect spirituel de la vie, quoi. C'est parce qu'on ne perçoit pas par nos sens ce qui se passe qu'en fait, on ne le capte pas. Mais si tu veux être, pour moi, un moyen d'avoir l'information par les sens, même physiques, olfactifs, visuels, c'est de vivre à la campagne et dans une ferme. Parce que moi, ici, je peux vous dire que je vois l'érosion de la biodiversité alors qu'on est au paradis,
Je vois le manque d'insectes, je vois le manque d'insectes pollinisateurs, je vois les stress climatiques sur les arbres, je le vois, j'ai mes repères. Quand tu vis en ville, tu ne vois rien. Tu ne peux pas voir. Tu ne vois pas les écosystèmes, tu ne sais pas ce qui se passe. Quelle est l'espérance de vie du système actuel, puisqu'en fait notre société s'est développée sur les énergies fossiles abondantes et bon marché, et que l'énergie abondante et bon marché, c'est fini. Le pic pétrole est déjà derrière nous, le pic gaz est pour 2030, pic. C'est-à-dire qu'après 2030, il y aura toujours du gaz, sauf que un peu moins, et le pic pétrole est déjà en déclin. L'approche optimiste, c'est que pour 2050, donc 2050, vous faites un petit calcul de quel âge vous aurez en 2050, il y aura au grand maximum 50% de l'énergie disponible aujourd'hui. Optimiste, 50% de l'énergie d'aujourd'hui. Pessimiste, 10%. Quelle est l'alternative pour vivre, c'est même pas créer un monde, hein, on est dans le monde, mais pour vivre sereinement, en santé, et léguer au suivant un écosystème dans un état correct, voire éthiquement, j'ai envie de dire, dans un meilleur état que celui qu'on a reçu à la naissance. Moi, je pense que l'éthique, les principes de conception de la permaculture, que ce soit dans la production alimentaire, la conservation des produits, la création d'habitats, de lieux solidaires, résilients, etc., tout est là, quoi. Ici, nous pratiquons le maraîchage bio-intensif manuel sur petite surface. Donc c'est du maraîchage 100% manuel, non mécanisé, inspiré des maraîchers parisiens du 19e qui nourrissaient tout Paris par ces techniques ingénieuses de production sur petite surface, mais beaucoup plus intensives, puisque non mécanisées. Et en fait, ils ont développé des méthodes de plantes culture qui fait qu'il y a toujours plusieurs légumes en même temps dans les planches de culture, contrairement à la pratique agricole conventionnelle et contemporaine, où on n'a qu'une seule variété sur une planche, ou voire même dans un champ, parce qu'une variété va correspondre à une machine pour semer et pour récolter. Alors c'est pas slow, parce que c'est intensif aussi pour les humains, mais on va travailler plutôt l'ergonomie et l'organisation et la rigueur pour avoir du rendement et se respecter, quoi. D'ailleurs, on a réduit nos surfaces. En fait, c'est extraordinaire. On fait le contraire de ce que le monde capitaliste propose. Et nous, on pense, on a cette conviction, c'est qu'au plus on va soigner sur petite surface, au plus on aura de rendement. En fait, ce qu'on fait, c'est plutôt la norme. En fait, ce qu'on fait, c'est singulièrement banal. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est l'amour du vivant, le respect du sol, le respect des gens, des mangeurs aussi. D'ailleurs, vous imaginez que je dois payer des organismes pour justifier que je fais quelque chose de normal. Non mais, c'est complètement schizophrénique. Je dois payer des organismes pour dire « c'est bien, monsieur Jacquemart, ce que vous faites, c'est comme les gens d'avant-guerre, c'est la norme, c'est la base. » Tandis que si je mettais des coups de pesticides dans mes champs comme un dingue, je n'ai pas besoin d'organismes pour le faire. Et souvent les gens disent « mais attends, le bio, ça coûte cher. » Ah non, parce que l'agriculture conventionnelle, elle coûte 10 fois plus cher que la bio. Elle prend des ressources pour faire de la chimie, elle fait des emballages, elle tue le vivant, elle pollue le sol, elle pollue l'eau, elle pollue l'air, elle tue tout le vivant, elle contamine les animaux, elle contamine les plantes, elle contamine les humains, et tout ce qu'on va sortir de nos fluides vont encore contaminer les écosystèmes. Et ça coûte des cancers, la sécu, des famines potentielles, des manques de pollinisation, et on va dire que ça, c'est bon marché. Aujourd'hui, l'humain est remplacé par des robots. Nous sommes remplacés par des robots. Nous sommes entourés de robots. Ma machine à café est un robot, mon ordinateur est un robot, la caméra qui me filme est un robot. Il n'y a que des robots partout et on en fait de plus en plus. Le jour où les robots
vont tomber en panne parce que l'énergie sera plus aussi abondante, impayable, qu'un agriculteur va réfléchir à 3 fois avant de mettre son tracteur en route. C'est quoi le substitut au robot? C'est nous, c'est les humains. Et alors, sur 100 hectares, il n'y aura pas un tracteur avec un chauffeur. Ce sera peut-être des centaines de personnes sur 100 hectares avec des micro-fermes sur 100 hectares. On va devoir redessiner le paysage, repenser l'organisation. C'est comme les villes. On va devoir repenser les villes. Une ville sans énergie, elle va être désertée par ses habitants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne, mais il y aura beaucoup moins de monde. Donc on va devoir simplement faire quelque chose qu'on fait depuis quelques centaines de millions d'années, c'est s'adapter. Moi, j'utilise encore de la high-tech. C'est clair que j'ai une bagnole, c'est de la high-tech. Ceci dit, au niveau de la ferme, on est quand même globalement low-tech. On n'a pas de tracteur, on n'a même pas de motoculteur. Alors, je vais être très honnête, en saison, pour le moment, pour des raisons de temps, de moyens, je me fais aider par des agriculteurs mécanisés. Donc, il y a quand même une intrusion de la high-tech dans la ferme quelques jours par an. On ne crache pas sur la traction mécanisée, parce qu'on est bien content de l'avoir, mais son utilisation est très faible, parce que la dépendance au high-tech vont être catastrophiques demain. On est toujours dépendant d'une panne, d'un coup de base et d'une obsolescence programmée d'office. Un petit clin d'œil low-tech. C'est idiot, mais ça, c'est une pompe neuve. Et quand on a la chance d'avoir assez de stock d'eau en dessous, pourquoi est-ce que j'aurais été installer un tuyau en plastique à travers toute la propriété pour amener de l'eau là, voire mettre une pompe avec une prise? C'est pas nécessaire. Et donc ça, on y revient. C'est un détail. Mais quand ce principe-là, vous l'appliquez à l'ensemble du système, là, tu te dis finalement, on peut faire pas mal d'économies. L'irrigation se fait par gravité. Donc les cubillons qui sont là, on ouvre les vannes et vous avez des tuyaux ici microporeux qui distribuent l'eau sur toute la parcelle. Ici, quand on irrigue, ça se fait sans énergie, sans électricité, sans pousser. Nous avons des outils spécifiques qu'on est capable de réparer soi-même, qui sont des ressources qui vont durer longtemps. Il n'y a pas d'obsolescence programmée. L'élevage de poules pondeuses, c'est un poulailler mobile en prairie qui sera toujours là dans 50 ou 100 ans, qui consomme 0 carbone, tiré par le cheval de trait. Donc en fait des outils plus légers, plus ergonomiques, moins dangereux que les outils des anciens d'avant-guerre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la traction animale était généralisée partout en Europe, voire même dans le monde. Et maintenant on voit ces outils qui reviennent, mais performants, etc. C'est un signe, s'il y a des fabriques et des artisans qui s'y mettent, c'est qu'il y a un marché qui pointe le bout de son nez, quoi. Ça a l'air anecdotique aujourd'hui, mais on en parlera en 2030. Ce cheval ici, il a plusieurs fonctions dans le système. C'est lui qui bouge le poulailler, qui remonte la remorque de fumier, de son fumier chez les maraîchers. Il peut herser les prairies, il nous fait du crottin. Alors, les objectifs, c'est d'aller davantage vers la résilience, de l'autonomie, la dépendance la plus infime possible par rapport aux énergies fossiles. Alors peut-être qu'on consommera toujours peut-être quelques dizaines de litres d'essence par an, mais on aura peut-être divisé par 10, par 20, par 100. Et puis de pouvoir commencer à nous passer de plus en plus d'éléments techniques, comme des pompes, par exemple, que nous avons encore. Mais dans le design de la ferme, qui n'est pas fini, parce que ça prend du temps d'implémenter un design, je sais qu'à terme, en fonction de certains éléments, on va pouvoir supprimer de la technologie de la ferme.
Le réel dans le monde agricole, il est quand même très très différent de l'image qu'on en a du paysan avec son brin de paille à la bouche, en train de s'appuyer sur sa fourche en contemplant le paysage. Entre le fantasme du métier d'agriculteur et de paysan, d'éleveur, peu importe l'activité, et le réel, c'est un gouffre. Et je peux vous dire que le réel, vous êtes dedans tout de suite, très vite. Et je trouve que c'est une des meilleures reconnexions à la nature, c'est la paysannerie, quoi. Parce que là, on se rend compte de la notion de temps, d'engagement physique et de disponibilité mentale qu'il faut. Et je peux vous dire qu'un agriculteur, le métier d'agriculteur, c'est un métier, quand même, mine de rien, d'une complexité que la plupart des contemporains ignorent. Il y a Pablo Servigne qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Nourrir l'Europe en temps de crise », et lui, il prédit des centaines de milliers de gens retour au champ. Ça va se faire dans la contrainte, mais la contrainte imposée par les lois physiques. Quand vous n'avez plus rien dans votre assiette, vous vous bougez les fesses. Quand vous claquez des dents, vous vous posez des questions parce que vous avez froid. Quand vous n'avez plus de boulot depuis longtemps, vous allez commencer à développer la créativité. Et on ne va jamais attirer les gens au champ, ça va se faire tout seul. Les efforts de guerre en 1939-1940, des millions de gens partout, si vous regardez les images des jardins en France, aux Tuileries, à Washington, devant le Capitole, partout dans le monde, en Angleterre, tout le monde s'est mis à jardiner. Parce que les gens avaient la dalle. Il y a moyen de s'en sortir, 1, solidairement, 2, en se recultivant intellectuellement et en se mettant ses mains, sa tête connectée à ses mains, et à se mettre aussi dans sa niche. On est tous différents et on ne va pas tous faire la même chose. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que chaque geste compte. Et moi, je trouve qu'ici, chaque personne qui vient ici est importante pour moi. Et importante pour l'écosystème de la ferme, pour la coopérative. Moi, mon conseil, c'est d'abord d'aller se connecter au réel et d'aller faire du volontariat partout dans le monde, 7 jours, 15 jours, 1 mois, dans une ferme qui traite un sujet qui vous plaît, et de prendre le temps de vivre le réel, et puis de décanter ça, et de voir si c'est fait pour vous, si en sortant de là, ça vous parle, qu'est-ce que ça vous apporte. Et c'est le seul conseil que je donnerais, c'est d'aller se confronter au réel. Le problème, c'est qu'on n'a pas une vision sur le temps. On regarde maintenant, en instant T, et on a une difficulté de se projeter dans 20 ans avec d'autres paramètres. Nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, dans le monde entier, par notre culture, nous sommes tous formatés, déjà. La déprogrammation, elle peut prendre du temps. Moi, j'y travaille encore, ma déprogrammation, elle n'est pas finie. On est en chemin. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de scrupules, de remords, de honte et de culpabilité par rapport au passé, ce qu'on a fait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant et demain. Le passé, il est fait. C'est fini. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire demain. Et moi, j'aime bien mettre l'énergie dans maintenant et demain. Et ce qui est chouette, c'est que tous les jours, quand on se lève, on peut faire un choix.